Salut, je suis Sean Curtis, alias Vulcan, et vous êtes sur Terra Adventum. On continue le décryptage de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Rappelez-vous, Lidenbrock, un professeur allemand, après avoir découvert un parchemin, s'est rendu en Islande avec son neveu dans le but d'aller au centre de la Terre. La dernière fois, nous avons quitté nos héros fraîchement arrivés en Islande dans la maison de Monsieur Fredriksson, un professeur de sciences naturelles, après que Axel, le neveu, ait visité la capitale Reykjavik. Chapitre 10. Les deux professeurs, Lidenbrock et Fredriksson, sont en pleine conversation, mais aucun mot ne sort et ne doit sortir de la bouche des deux Allemands. Leur projet doit rester secret. Lidenbrock le fait bien savoir à son neveu. Discussion à propos de la bibliothèque de Reykjavik. On apprend que peu de livres sont sur place car tous les Islandais les empruntent pour les lire. D'ailleurs, et c'est vrai, une société littéraire a été créée pour promouvoir la lecture en Islande en 1816. Société qui se voit ajouter un nouveau membre, Lidenbrock. Le professeur allemand demande à Fredriksson si, par le plus grand des hasards, il n'aurait pas dans la bibliothèque des livres de Arne Saknussemm, celui qui a écrit le parchemin codé qui doit mener au centre de la Terre. Malheureusement, Fredriksson nous apprend que ces ouvrages ont été brûlés en 1573, lorsque Saknussemm fut persécuté pour cause d'hérésie. Mais on ne va pas s'attarder sur ce sujet puisque Saknussemm est un personnage inventé. Fredriksson, qui ne sait donc pas la raison de la venue de Lidenbrock en Islande, pense qu'il est là comme simple naturaliste et géologue, à la recherche des plus beaux minéraux à étudier d'Islande. Il lui propose donc d'explorer les terres. Lidenbrock semble accepter, mais demande si cela vaut vraiment le coup. Est-ce qu'ils ne sont pas nombreux les explorateurs de l'Islande? Voici la liste donnée par Fredriksson. Edgar Olafsson et Bjørn Povelsen, deux explorateurs danois du XVIIIe siècle, qui, après une mission d'exploration en Islande, ont publié un ouvrage détaillé sur les Islandais et sur leurs terres, les volcans, les pierres, les animaux, tout. Uno von Troy, un archevêque suédois qui voyagea entre autres en Islande, de son voyage, il publia le livre Lettres sur l'Islande. Joseph Paul Guémard, un naturaliste et médecin français, et Eugène Robert, un naturaliste géologue français, ils ont débarqué en 1835 en Islande, ils ont exploré une grande partie de l'île, ramassé de nombreuses roches et plantes pour les collections françaises, ont visité Reykjavik et ils ont fait l'ascension du Snæfell. Et effectivement, comme dit la petite note, ils ont été envoyés par l'amiral Duperré à la recherche d'une expédition perdue, celle de Blosville. Leur navire se nommait La Recherche. En 1836, ils repartent en Islande, de nombreux volcans sont reconnus et gravis à cette période. Blosville, lui, ne sera jamais retrouvé. Fredriksson parle ensuite d'une exploration de l'Islande plus récente, faite par les savants de la frégate la Reine Hortense. Déjà, la Reine Hortense, en tant que personne, c'est la mère de Napoléon III. En 1856, la frégate prend le large pour explorer la mer du Nord. Son commandant, le prince Napoléon Jérôme Bonaparte, le cousin de Napoléon III. À bord de nombreux scientifiques, et outre l'Islande, ils ont pu observer l'Écosse, le Groenland, les îles Féroé et les pays scandinaves. Malgré toutes ces expéditions, Fredriksson assure le professeur Lidenbrock. Il reste encore beaucoup de choses à observer et à découvrir en Islande. Et aubaine pour Lidenbrock, le professeur islandais lui propose de commencer ses observations par le Snæfell.
Tout content, ce premier accepte et il aura même droit à un guide qui parle parfaitement le danois et qui est un chasseur d'eider. Qu'est-ce que c'est? L'eider, c'est un grand canard d'Islande et du Groenland qui est recherché pour leur duvet comme rembourrage de vêtements. Malheureusement, il faudra attendre une journée de plus pour le rencontrer et commencer enfin l'expédition vers le centre de la Terre. Chapitre 11. Le lendemain, Axel voit son oncle discuter avec un grand gaillard d'une force peu commune, un homme tranquille qui ignore la langue des gestes, un caractère qui contraste avec le professeur Lidenbrock. Cet homme, c'est le guide, le chasseur d'eider, qui d'apparence ne ressemble pas à un chasseur. Mais c'est normal, on apprend comment se débrouille un chasseur d'eider. En fait, puisque c'est le duvet du canard qui est recherché, il suffit juste au chasseur d'attendre que la femelle fasse son nid avec son propre duvet. Le chasseur peut ainsi le ramasser. Mais ne vous en faites pas à propos du nid, car il sera reconstruit avec le duvet des mâles qui n'a aucune valeur marchande. Les hommes ont leur duvet et les eiders peuvent faire leur nid et avoir leurs petits. Revenons à notre guide. Son nom est Hans Bjelke. Il s'engage à conduire les deux Allemands à Stapi, aujourd'hui connu sous le nom de Anarstapi, au pied du Sneffel. Il faut à pied compter 22 miles environ pour se rendre à ce village depuis Reykjavik, soit environ 35 km. Lidenbrock propose de le faire en 2 jours. C'est bon, c'est pas si loin. Sauf qu'erreur, il s'agit de 22 miles danois, ce qui est différent car 1 mile danois est égal à 24 000 pieds, soit 7,3 km, ce qui fait pour les 22 miles 160 km. Et là, en 2 jours, ce n'est pas possible. Il faudra compter 7 ou 8 jours de marche. 4 chevaux à disposition, 2 pour les bagages, 1 pour Lidenbrock et 1 pour Axel. Hans, lui, est toujours à pied. Le guide est payé 3 riksdal par semaine. Le riksdal, c'est une ancienne monnaie de l'Europe du Nord. Le départ est fixé au 16 juin. Les har, c'est la somme d'argent que l'on donne comme gage au moment de la conclusion d'un contrat. Hans les refusa. Efter, en islandais, veut bien dire après. Sans prévenir le guide, Lidenbrock compte bien à ce que celui-ci les accompagne jusqu'au centre de la Terre. 2 jours restent à passer, il faut faire les paquets. 4. Les instruments, les armes, les outils et les vivres. Alors voici les instruments dont il dispose. Un thermomètre centigrade, donc 1 degré Celsius, gradué jusqu'à 100 degrés, ce qui est bien sûr trop et pas assez pour Axel, puisque le centre de la Terre, selon les théories admises, dépasse quand même les 100 degrés. Mais bon, le professeur est certain du contraire. Un manomètre à air comprimé qui sert à mesurer la pression. Pourquoi ne pas prendre un baromètre ordinaire? Parce que la pression devrait augmenter assez facilement, donc ce n'est pas mesurable avec un simple baromètre. Un chronomètre, une montre réglée au méridien de Hambourg, 2 boussoles d'inclinaison et de déclinaison permettant, outre d'indiquer le nord, de mesurer l'angle entre le nord et l'horizon, et aussi l'angle entre le nord magnétique et le nord géographique, une lunette de nuit et 2 appareils de Ruhmkorff. Alors voyons ce que c'est. Déjà, ça sert à produire de la lumière. Elle consiste en une pile de benzène. C'est une pile composée d'une anode de zinc mis dans de l'acide sulfurique dilué et une cathode de carbone mis dans de l'acide nitrique concentré. Puis, au moyen du dichromate de potasse, la même substance qui se trouve dans les éthylotestes, la pile est mise en activité. Ne me demandez pas comment, mais elle est mise en activité. Puis une bobine, la bobine de Ruhmkorff, qui est un transformateur élévateur de tension, met l'électricité produite par la pile en communication avec une lanterne particulière. Car elle se trouve un serpentin de verre où le vide a été fait, mais il reste quand même des résidus de gaz carbonique et d'azote
qui deviennent lumineux en produisant une lumière blanche et continue. La pile et la bobine sont mis dans un sac en bandoulière et la lanterne est tenue dans la main du voyageur. Le gaz étant emprisonné dans le verre, aucun risque d'explosion avec les gaz souterrains. Un appareil qui sera très utile à Lidenbrock et à son neveu. Je vous rappelle que nous sommes dans les années 1860 et qu'il faut attendre 1897 pour avoir la première lampe torche. C'est tout pour les instruments. Passons au deuxième paquet, les armes. Alors certes, normalement, rien à craindre, il n'y a pas de bêtes féroces au centre de la Terre ou sur le chemin. Mais Lidenbrock tient beaucoup à ses armes, qui consistent en 2 carabines Purdley Moore & Co. Cette entreprise ne semble pas avoir existé, mais il existe la James Purdley & Son, un armurier britannique fondé en 1814, spécialisé dans les fusils et carabines. Les 2 carabines sont accompagnées de 2 revolvers Colt, mais aussi du fulmicoton, c'est-à-dire de la nitrocellulose, un explosif bien supérieur à la poudre ordinaire. Voilà pour les armes. Troisième paquet, les outils. Alors, on a 2 pics, 2 pioches, une échelle, 3 bâtons ferrés, une hache, un marteau, une douzaine de coins et pitons de fer, pourquoi je ne sais pas, ainsi que des longues cordes et une échelle qui mesure 300 pieds, soit 91 mètres. Maintenant, dernier sac, les provisions. Pour 6 mois, composé seulement de viande concentrée et de biscuits secs. La boisson, elle, se compose seulement de genièvre, une eau-de-vie au baies de genévrier. Une sorte de gin, donc oui de l'alcool, pas d'eau. Mais d'après le professeur, ce n'est pas l'eau qui manquera sur le trajet. En plus de ces 4 paquets, il faut rajouter une trousse à pharmacie qui contient des ciseaux à lame mousse, des attelles pour les fractures, du ruban écru. Écru veut dire qu'il n'a pas été blanchi et donc de couleur beige, des compresses, du sparadrap, une palette pour saigner, ainsi que des flacons de dextrine en glucides, de l'alcool vulnéraire, c'est-à-dire de l'alcool à mettre sur les plaies pour les soigner, mais aussi de l'acétate de plomb liquide, estimé bon pour les angines et autres. Bien sûr, c'est toxique, ne pas en manger. De l'éther diéthylique comme produit anesthésique, du vinaigre et de l'ammoniac. Effectivement, que des produits peu rassurants. Sans oublier bien sûr les produits pour l'appareil de Ruhmkorff, donc acide sulfurique, acide nitrique et dichromate de potasse. Et c'est toujours pas fini. Il faut rajouter à cela le tabac, la poudre de chasse, l'amadou pour le feu, de la monnaie, ainsi que des chaussures enduites avec du goudron et de la gomme élastique pour les rendre imperméables. Avec tout ça, c'est sûr, ainsi vêtu, chaussé, équipé, il n'y a aucune raison pour ne pas aller loin. Le 14 est donc utilisé à préparer tout ça. Et le soir, c'est dîner avec Baron Trump, le maire de Reykjavik et le grand médecin du pays. Ils reçoivent aussi une carte, celle de Olaf Nicolas Olsen, un cartographe et officier danois qui, effectivement, publia la première carte complète de l'Islande vers 1843, d'après les levées topographiques de Björn Gullingsson, un mathématicien et cartographe islandais. Le 16 juin, à 6 h du matin, c'est le grand départ, et les adieux à M. Fridriksson, qui leur lance une dernière locution latine, « Et quacumque viam dederit fortuna sequamur », ce qui donne en français, « Et quelle que soit la route que la fortune donnera, nous la suivrons ». Fin du chapitre 11 et fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et surtout, abonnez-vous.